Le diaporama qui va vous être présenté maintenant est le résultat d'un travail qui a été mené en accompagnement personnalisé en première ST2S et il a été fait dans le cadre d'un travail interdisciplinaire qui porte sur la précarité et l'alimentation, mené en co-intervention par un professeur de sciences et techniques sanitaires et sociales et un professeur de biologie. Donc cet exemple n'est bien évidemment pas modélisant, mais il peut être inspirant pour travailler sur les activités interdisciplinaires et choisir un thème qui permet vraiment de réfléchir à un fait de société. Donc la précarité alimentaire. Introduction et plan. L'alimentation est un des besoins fondamentaux indispensables à la vie de l'homme. Ce besoin fondamental a été particulièrement explicité par Maslow, avec sa pyramide, dont l'alimentation est un élément de base. Dans un pays civilisé comme le nôtre, la précarité peut engendrer des manques, et c'est de ces différents éléments que l'on a formulé une problématique qui est formulée de la manière suivante. Comment se fait-il que les déséquilibres alimentaires persistent malgré les aides octroyées aux personnes les plus démunies? De cette problématique ont été élaborées trois hypothèses. La première, les personnes en situation de précarité sont nombreuses à avoir une alimentation déséquilibrée au regard des recommandations du PNNS, Programme National Nutrition Santé. Deuxième hypothèse, l'insuffisance des aides octroyées et les habitudes acquises par les personnes précaires sont source de déséquilibre alimentaire. Enfin, les produits alimentaires n'ont pas tous les mêmes qualités nutritionnelles, notamment concernant l'apport en vitamines. Ici, un plan en deux parties. Premièrement, présentation de la démarche méthodologique menée au cours des différentes semaines de travail. Et ensuite, la vérification des hypothèses avec, en conclusion, une réponse à la problématique. Concernant la démarche méthodologique, nous avons d'abord utilisé une carte mentale pour préciser la démarche à mener sur le fait social. L'intérêt donc de cette carte mentale était de travailler sur le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi, combien. Et grâce aux différents émoticônes, au feu vert, au sens interdit, nous avons pu visualiser l'avancée du travail tout au long de la démarche qui a été menée. Concernant les trois hypothèses, cette carte mentale a permis de préciser un petit peu ce qui allait être recherché. Pour l'hypothèse 1, l'idée de mesurer les habitudes alimentaires des personnes en situation de précarité, en France et peut-être en Picardie, rencontrer des acteurs de terrain précisant les habitudes alimentaires des personnes en situation de précarité. Ici, nous avons notamment rencontré des représentants du DAPIA, donc une épicerie sociale, et des restaurants du cœur, ainsi que la maison prévention santé d'Amiens. L'hypothèse 2, donc, on a précisé cette hypothèse avec l'idée de caractériser les aides octroyées aux personnes en situation de précarité et enfin de se poser la question du lien entre les aides octroyées et l'alimentation déséquilibrée. Enfin, l'hypothèse 3, l'idée était de préciser ce que signifie qualité nutritionnelle et ensuite de comparer des produits, notamment concernant la vitamine C. Ici, nous sommes bien dans une démarche interdisciplinaire qui croise la biologie, la chimie et la STSS, puisque la biologie nous a permis de travailler sur les qualités nutritionnelles, la chimie de mesurer la vitamine C et les sciences et techniques sanitaires et sociales pour travailler notamment sur la précarité. L'idée ici, c'était donc de travailler sur un fait de société qui nécessite un regard croisé pour être compris. Une démarche de travail en 4 étapes. Tout d'abord, une définition du sujet, avec l'idée de se questionner pour ensuite formuler la problématique et les hypothèses. La collecte de ressources, c'est-à-dire de documents écrits, avec notamment la base du CDI, mais aussi Internet. Des rencontres, comme évoqué précédemment avec UDAPIA, les restaurants du cœur, la maison prévention santé. Et l'expérimentation sur le dosage en vitamines et le travail sur la qualité des produits, la qualité nutritionnelle plus précisément. Ensuite, vérification des hypothèses, avec un croisement des ressources documentaires et des informations recueillies lors des rencontres et des expérimentations. En effet, il était essentiel de croiser à la fois ce qui a été recueilli dans le cadre de la recherche documentaire et les différents éléments collectés auprès des acteurs de terrain.
Et enfin, une réponse à la problématique avec l'idée de croiser les hypothèses pour pouvoir apporter une réponse la plus juste possible à cette problématique. Plus précisément concernant la bibliographie et la webographie, l'idée était surtout de collecter des informations diversifiées et fiables. Tout d'abord sur précarité et alimentation, donc avec différentes ressources, 60 millions de consommateurs, mais aussi les nouveaux visages de la précarité alimentaire, alimentation et précarité numéro 25, et également l'étude ABENA qui est particulièrement intéressante pour appréhender les habitudes alimentaires des personnes en situation de précarité. La nutrition ensuite, avec toujours 60 millions de consommateurs, le que choisir, puisqu'il permettait de travailler sur tout ce qui était étiquetage, et enfin le programme national nutrition santé disponible sur le site de santé.gouv.fr. L'utilisation d'une plateforme collaborative de travail pour centraliser les ressources, qui nous a permis donc d'enregistrer l'ensemble des documents qui ont été collectés, et au fur et à mesure de les analyser et de pouvoir les classer avec efficacité. Présentation des résultats. Tout d'abord, l'hypothèse 1. Les personnes en situation précaire ont une alimentation déséquilibrée au regard des recommandations formulées dans le PNNS. Une remarque, on a limité le travail sur 2 recommandations du PNNS qui sont pour votre santé, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, et pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Quand même des définitions qui sont importantes, tout d'abord celle de précarité, avec l'idée d'insécurité, de situation instable qui ne permet pas de satisfaire l'ensemble des besoins, le besoin étant ici alimentaire, et cette situation instable est souvent liée à un état de pauvreté monétaire, c'est-à-dire que les personnes vivent en dessous d'un certain seuil de revenus. Nutrition et santé, priorité de santé à travers le plan, ici on est bien face à une priorité de santé publique puisqu'il y a élaboration d'un plan national. Enfin, le déséquilibre alimentaire, donc on est parti de la définition positive de ce qu'était l'équilibre alimentaire et nous l'avons mis à la forme négative. Donc là ici c'est une alimentation qui ne comprend pas chaque jour 5 fruits et légumes, 3 produits laitiers, un apport de protéines animales et des féculents à chaque repas. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Donc ici nous avons regardé avec l'étude ABENA quelle était la consommation. Alors il y a 2 éléments, les denrées et les repas, puisque dans les organismes qui proposent justement des denrées et des repas, il fallait du coup distinguer les deux. On se rend compte qu'il y a une grande minorité de cette population en situation de fragilité qui suit la recommandation de manger 5 fruits et légumes par jour. Concernant la fréquence de consommation des aliments gras et sucrés, donc là, on a une population qui consomme un nombre quand même assez conséquent de produits gras et salés, donc supérieur ou égal à 1 fois par jour, donc on est à 9 et à 10,7 respectivement pour les denrées et les repas, et on voit quand même qu'on a une majorité qui est à 2 à 3 fois par semaine. Pour la consommation des aliments sucrés, uniquement sucrés, là on a aussi, là c'est beaucoup plus marquant, 29,4 et 17,6 pour respectivement denrées et repas, avec une consommation supérieure ou égale à 1 fois par jour. Donc ici l'hypothèse 1 est vérifiée au regard de ces résultats, mais aussi les entretiens que nous avons menés avec la représentante du DAPIA et des Restos du Cœur qui accompagnent les usagers dans leur consommation d'aliments. La deuxième hypothèse, l'insuffisance des aides octroyées et des habitudes acquises pour les familles précaires sont source de déséquilibre alimentaire. Définition aussi importante ici, l'idée d'aide octroyée. Donc on est surtout sur de l'aide sociale qui peut être légale ou extra-légale. Donc sur le légal, on est plutôt sur le RSA, revenu de solidarité active, ou AAH, allocation adulte handicapé. Ici donc c'est important puisque nous avons quand même un nombre non négligeable d'usagers du DAPIA ou des Restos du Cœur qui bénéficient de ce type d'aide sociale légale. Ensuite nous avons les aides sociales extra-légales et ça concerne particulièrement les bons alimentaires.
Donc, rencontre avec la directrice du DAPIA, hein, qui nous a permis d'avoir quelques précisions sur les usagers. Donc, on a quand même une majorité de la population qui est sans emploi, hein, plus de la moitié. Une population aussi qui vit en foyer, 30%. Donc, on a vraiment des situations relativement instables. Cette situation est aggravée souvent par la situation familiale. Hein. On a beaucoup de femmes qui sont usagées et beaucoup d'entre elles, 33,88%, même s'il y a quelques hommes, mais c'est très minoritaire, sont isolées avec enfants. Donc là, on a des ressources insuffisantes pour beaucoup d'usagers du DAPIA, hein, qui sont sans emploi et pour lesquels un certain nombre bénéficient de minima sociaux. Hein. Ici, on a l'exemple du RSA qui actuellement s'élève à 524 € pour une personne seule. Une situation aussi qui est fragile et accentuée par les situations familiales comme nous l'avons évoqué et donc qui nécessite d'autres aides non financières sous forme de denrées ou de repas pour arriver à se nourrir dans des conditions décentes. Donc ici l'hypothèse 2 est vérifiée sur le plan des aides insuffisantes pour équilibrer l'alimentation. Les individus qui sont en situation justement souvent instable. On peut remarquer avec l'étude AMENA, mais aussi les entretiens menés avec les différents organismes, qu'ils consomment beaucoup d'aliments gras et sucrés parce qu'ils sont moins chers. Leurs habitudes alimentaires sont également liées à leur culture, avec une méconnaissance de la qualité nutritionnelle des aliments et une importance de consommation des aliments à haute valeur énergétique. Ça, c'est des habitudes qui ont été prises au cours du processus de socialisation. Une qualité d'alimentation qui est secondaire, c'est pas l'élément principal, et la source de plaisir au regard de leur situation difficile, effectivement, les aliments gras et sucrés sont des aliments plaisir. Donc ici, ces habitudes sont liées à l'intégration de normes et de valeurs qui ont été acquises au cours de processus de socialisation. L'hypothèse 2 est donc vérifiée sur le plan des habitudes qui ne concourent pas à adopter une alimentation équilibrée. UDAPIA, donc on va faire un petit point dessus, c'est une association qui a été créée en 1997 avec Saint-Vincent-de-Paul, Croix-Rouge, Secours catholique. C'est une population accueillie environ pendant 4 mois, de 19 à 74 ans, qui vient de tous milieux sociaux et pour lesquels il y a toujours un projet d'insertion qui est travaillé, même s'il est limité. L'épicerie sociale, ici quelques photos. Donc on voit qu'il y a des produits qui sont proposés à des prix bas, des produits alimentaires, mais aussi d'autres répondant à des besoins primaires. Et l'idée, c'est de travailler sur une dynamique d'insertion également. Les ateliers pédagogiques, donc avec diététicienne, préparation de petits plats, des produits de saison qui sont utilisés parce qu'ils sont moins chers, l'analyse des étiquettes pour bien appréhender la qualité des produits, un travail sur la diversification et donc 4 à 5 ateliers par semaine auxquels peuvent participer les usagers. L'hypothèse 3, les produits alimentaires n'ont pas tous les mêmes qualités nutritionnelles, notamment concernant l'apport en vitamines. Donc pour travailler ces hypothèses, 3 expérimentations. La première, comparaison de lasagne industrielle et faite maison. Ensuite, comparaison de teneur en vitamine C de jus de fruits en bouteille et en brique. Et enfin, un dosage en vitamine C avec des fruits frais pressés et en bouteille. L'apport nutritionnel, donc concernant les lasagnes surgelées et les lasagnes maison. Ici, une comparaison. Donc, tout d'abord, concernant l'énergie, on voit clairement que l'apport énergétique est moins important pour les lasagnes maison, hein, donc moins de calories. Les glucides sont assez proches. Les lipides également. Par contre, on se rend compte qu'au niveau de l'apport en sel, il y a un écart flagrant. Les ingrédients, hein, donc ça c'est intéressant, on voit les lasagnes surgelées, donc tout ce qui est en rouge, ce sont des produits qui ont été rajoutés, des agents de texture notamment, qui ne sont pas nécessairement toxiques, mais qui montrent que les lasagnes surgelées sont de moindre qualité nutritionnelle par rapport à des lasagnes maison, avec des produits de première origine qui n'ont pas été transformés. Donc, ils n'ont pas les mêmes qualités nutritionnelles, certes, mais aussi ont-ils le même prix. Donc là, on voit que les lasagnes maison reviennent à 2,45 €, avec donc des matières premières de bonne qualité. Et
les lasagnes Carrefour ici, donc 2,70 €. Hein. Par contre, cette fois, avec des matières premières transformées. Donc là, l'écart, en tout cas en termes d'argent, est peu important. Ici, la teneur en vitamine C, cette fois, des jus d'orange. Donc là, ce qui est intéressant, on a comparé deux produits en considérant le prix et la teneur en vitamine C. Donc là, on se rend compte que, par exemple, Rio d'Oro Aldi est à 79 centimes pour 52 mg pour 100 ml de vitamine C, alors que Tropicana, on est sur un rapport de 4,95 € et 30. Donc on peut acheter des produits moins chers avec une bonne teneur en vitamine C. Là, ici, nous avons également travaillé sur un dosage en vitamine C. Donc, nous avons tout d'abord fait réagir la vitamine C avec du diode en excès. Puis, nous avons dosé l'excès de diode. Et enfin, nous avons essayé de calculer, en fait, quelle était la vitamine C vraiment présente dans les oranges pressées. Donc ici, on a une teneur qui est de 60 mg de vitamine C pour 100 ml, donc assez proche de ce qu'on peut trouver dans les jus d'orange en bouteille ou en brique. L'hypothèse 3 ici, donc pour les lasagnes, on peut dire qu'il y a un prix qui est identique, que les qualités nutritionnelles par contre sont fortement différentes. Pour les jus d'orange, une marque connue et un prix fort ne signifie pas la teneur en vitamine C, hein, donc on peut se tourner vers des produits moins chers et plus riche en vitamines, et un jus d'orange pressé aussi riche en vitamine C. La qualité nutritionnelle varie bien selon les aliments. L'hypothèse 3 est donc vérifiée, même si nous avons mené que peu d'expérimentations, mais il est fort probable que l'on puisse retrouver ce genre de conclusion pour d'autres produits. Donc les personnes avec moins de ressources peuvent se tourner vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle pour un coût raisonnable. En conclusion, donc la problématique, comment se fait-il que les déséquilibres alimentaires persistent malgré les aides octroyées aux personnes les plus démunies? Donc, les déséquilibres persistent pour plusieurs raisons. Le coût de l'alimentation qui est quand même très important, même si il y a des alternatives moins onéreuses. Une mauvaise connaissance de ce qu'est une alimentation équilibrée. Et enfin, des habitudes alimentaires intégrées au cours du processus de socialisation. On peut tout de même ouvrir le sujet en se disant qu'une meilleure éducation à la santé, valorisant les habitudes alimentaires saines, et permettrait de valoriser une alimentation plus équilibrée également pour les personnes en situation de précarité, bien évidemment en considérant le prix de ces aliments. Voilà, je vous remercie pour cette présentation, d'avoir suivi cette présentation. J'espère qu'elle sera aidante pour vous, pour réfléchir à ce que sont les AI. Hein, donc je le répète, elle n'est pas modélisante. Il faut simplement réfléchir bien au sujet, s'interroger sur ce qu'est un fait de société et avoir vraiment une démarche interdisciplinaire en considérant quelle méthode de travail il faudra mettre en œuvre.